Hello à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo des lectures du Nord. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des poèmes les plus connus de l'Edda poétique, la Völuspá. Je ne vais pas pouvoir aborder bien sûr tous les aspects du poème car ce serait bien trop long, alors je vais tenter de faire un petit condensé et comme d'habitude de vous présenter quelques livres qui vous aideront à découvrir ce thème. Tout d'abord, qu'est-ce que la Völuspá? La Völuspá est un poème anonyme écrit entre le Xe et le XIe siècle, probablement en Islande. Il est l'un des poèmes les plus connus dans la mythologie nordique car il évoque le début des temps et sa fin, c'est-à-dire le Ragnarok. Il a été conservé deux versions du poème. La première version figure dans le Codex Regius datant du XIIIe siècle et la seconde version nous vient du Hauksbók datant du XIVe siècle. Plusieurs strophes de la Völuspá apparaissent également dans l'Edda de Snorri Sturluson. Si la Völuspá a pris autant d'importance dans la mythologie nordique, c'est sûrement grâce à son aspect cosmogonique et eschatologique. Le poème met en scène Odin qui questionne une Volva, les prophétesses de l'époque, sur le passé et l'avenir du monde. Un petit point rapide sur ce qu'était une Volva. C'est important de le préciser puisque le titre Völuspá signifie les visions de la Volva ou les prédictions de la prophétesse selon les traductions. La Volva étant la personne principale et le narrateur du poème, quelques précisions sur qui elles étaient s'imposent. La Völva, au pluriel les velours, était le nom que l'on donnait aux prophétesses. Pour être appelée Völva, il fallait remplir ces trois conditions. Pratiquer le sel, c'est-à-dire la magie d'enchantement, pratiquer le spa, c'est-à-dire les prophéties, et pratiquer le galdre, la magie runique. Il y a de nombreuses mentions de Völva dans les poèmes édiques et skaldiques de la mythologie nordique. Par exemple, dans Baldur's Draumar, les rêves de Balder, Odin fait appel à une Völva pour connaître l'avenir de Balder. C'est ainsi qu'il découvrira la mort de ce dernier. Une autre mention de Völva dans la saga d'Éric le Rouge, où cette fois la Völva nous est décrite physiquement. Elle porte un manteau bleu, des gants en peau de chat blanc, un couvre-chef en peau de mouton et le bâton du cèdre. Dans le folklore scandinave, les velours étaient des femmes qui avaient coupé tout contact avec leur famille et qui erraient à travers le pays suivies par un aéropage de jeunes gens. Revenons à la Völuspá. Odin se trouve donc face à une Volva et cette dernière va lui raconter ses visions. Et cela commence par la création du monde et même ce qu'il y avait avant la création du monde. C'était au premier âge, où il n'y avait rien, ni sable, ni mer, ni froid de vagues, de terre point n'y avait, ni de ciel élevé, béant était le vide, et d'herbe nulle part. La Volva dit se souvenir du Ginnungagap, c'est-à-dire du gouffre béant, ou, comme le précise Frédéric Guillaume Bergman, le gouffre des mâchoires. Le néant était vu comme une énorme gueule ouverte avec d'immenses mâchoires. Le Ginnungagap est une notion très importante dans la mythologie scandinave puisqu'il s'agit du commencement. Ce gouffre séparait les deux mondes, Niflheim et Muspelheim, le monde du feu et celui de la glace. Puis, suite à la rencontre au choc du feu et de la glace, naîtra Ymir. Ce dernier donnera naissance aux Jötnar, les géants du givre. Dans la Völuspá, la Völva enchaîne sur la création du monde en évoquant le soleil et la lune qui ne savaient pas encore quel rôle ils devaient jouer et les étoiles qui ne savaient où se placer. Comme il nous l'est présenté dans le poème, il ne s'agit pas encore là de vision de la Volva, mais de souvenir. La Volva dit se souvenir de la naissance d'Ymir, de la création du ciel et de la terre et même de la naissance d'Yggdrasil. Elle évoque également la guerre entre les As et les Vannes, la toute première guerre de l'univers qui opposa les As et les Vannes. Aujourd'hui encore, on a du mal à savoir et à comprendre l'enjeu de cette guerre car les textes qui nous sont parvenus sont fragmentaires et surtout incomplets. Dans la Völuspá, on sait qu'Odin brandit sa lance contre les Vannes et cela provoqua le début de la guerre. Il est également question d'une magicienne nommée Gullveig qui, selon certains historiens, serait la cause de cette guerre. Patrick Gelpa en parle dans son essai sur la Völuspá. Justement, je vous recommande cet ouvrage où l'auteur s'est spécifiquement concentré sur ce poème. Il aborde un à un les points de la Völuspá, il évoque plusieurs thèses, notamment celle de Georges Dumézil, et s'interroge sur divers aspects du texte.
Patrick Gelpa est un universitaire français. Il a effectué sa thèse sur la saga de Björn, champion des gens de Hittardar. Il est également l'auteur de l'ouvrage Dieu et mythes nordiques, paru aux presses universitaires du Septentrion, et est également spécialiste du poète islandais Einar Benediktsson. Revenons à la Völuspá. La volva évoque un fait qui va être un élément déclencheur de plusieurs points importants. Je vis de Balder, le dieu ensanglanté, le fils d'Odin, la destinée cachée, se dresser, pousser, plus haut que la plaine, grêle et très belle, la branche de gui. En effet, la volva raconte donc la mort de Balder, la vengeance de Vali et la punition de Loki. Et c'est à partir de là, précisément, que les choses vont empirer et peu à peu mener au Ragnarok. La volva insiste sur deux choses importantes. Les serments vont être rompus et les frères s'entretueront. Si l'on suit la logique de la Völuspá, le Ragnarok arrive après la brisure des serments et après les fratricides. Rappelons que le mot Ragnarok signifie « destin des puissances ». Il désigne un ensemble de représentations apocalyptiques qui, selon les anciens Scandinaves, désignent la fin du monde. C'est d'ailleurs pour cela que, normalement, comme il y a plusieurs images de cette fin du monde, un grand hiver de 3 ans, le géant Surte qui brûle tout, les loups qui mangent Mani et Sol, Yggdrasil qui tremble, la mort d'Odin, etc. Il est plus juste de dire les Ragnarok. Le fait est que cela arrive parce que les dieux ont rompu leur serment. N'oublions pas non plus le serment qu'ils avaient fait avec le géant bâtisseur d'Asgard. Les As lui avaient promis Freya s'il réussissait à bâtir Asgard dans les temps, et voyant que le géant allait accomplir le marché, les As ont demandé à Loki de trouver une ruse afin qu'il échoue. Donc, dès le début, il y a eu tricherie du côté des As. Dès le commencement, les serments n'étaient pas respectés, et c'est pourquoi la fin ne pouvait en être autrement. Le destin des puissances est au final une destinée logique. Ceux qui n'ont pas respecté les serments doivent périr. D'ailleurs, on notera bien que les seuls As survivants du Ragnarok sont Balder, Höd et Vidar qui n'ont pas de lien avec les serments rompus. Parce que oui, il y a eu des survivants. Le Ragnarok est également symbole de renouveau puisque les survivants se retrouveront et jouiront d'un bonheur éternel. D'ailleurs, cette fin de la Völuspá fait débat. Alors arrive d'en haut, au dernier jugement, le puissant, le magnifique, celui qui tout gouverne. Qui arrive d'en haut? De qui parle la Volva? Certains pensent à Odin, d'autres à Balder, et d'autres pensent au Christ. En effet, comment ne pas y voir une transformation chrétienne? Comment ne pas y voir la fin du paganisme et le début du christianisme? Dans son ouvrage, Patrick Gelpa fait de nombreux parallèles avec des textes bibliques. D'un autre côté, nous ne pouvons pas être sûrs à 100% que la fin soit vraiment influencée. C'est en effet une conclusion que soutiennent de nombreux historiens et traducteurs, mais n'oublions pas que nous ne disposons pas de tous les éléments. Nous ne connaissons pas l'auteur de la Völuspá, et ceux qui ont retranscrit le poème au XIe et XIIe siècle étaient certes chrétiens, mais éprouvaient sans aucun doute un respect pour la culture païenne. Je pense notamment à Snorri Sturluson. Je pense personnellement que l'on ne peut pas passer du temps à sauver une partie d'une culture qui est en train de disparaître sans en éprouver un profond respect. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas fini d'essayer de comprendre la fin de la Völuspá. J'ai récemment eu la chance d'entrer en contact avec Romain Panchèvre, auteur de plusieurs traductions de poèmes, dont la Völuspá, éditée aux éditions Séchéta. Je recommande par ailleurs ces traductions qui sont différentes de celles que l'on connaît de Régis Boyer par exemple, dans le sens où elles sont vraiment accessibles au grand public. Romain Panchèvre a fait un grand travail d'interprétation en gardant le sens original du texte et en faisant en sorte qu'il soit compréhensible par le plus grand nombre. La poésie édique est en effet compliquée à lire lorsque l'on débute et on peut parfois être démotivé. Les Islandais utilisaient énormément de kenning, de métaphores, qui rendent la lecture parfois illisible si l'on n'a pas étudié de façon approfondie cette littérature. C'est pourquoi la traduction de Romain Panchèvre est certes surprenante car elle est en prose et ne respecte pas les codes habituels, mais elle a le mérite d'être beaucoup plus facilement accessible.
En discutant d'ailleurs avec Romain Panchèvre de la fin de la Völuspá, il a évoqué en passant que celui qui tout gouverne peut également faire penser au soleil sous la forme du char solaire. L'auteur a précisé qu'en traduisant cette strophe, il ne pensait pas forcément ni à Balder, ni au Christ, ni à Odin, mais qu'il laissait le lecteur faire sa propre interprétation. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas fini de nous interroger sur cette fin. En conclusion, la seule chose que je peux vous conseiller est de lire plusieurs traductions. Il ne faut jamais se fier qu'à un seul avis. Pour ma part, je me suis beaucoup fiée à Régis Boyer et à sa présentation de l'Edda poétique, qui est sûrement l'une des plus connues. Je me suis également intéressée à François-Xavier Dillmann, Récits et mythologie nordique, qui présente l'Edda de Snorri Sturluson, et qui est très bien d'ailleurs pour commencer à s'intéresser à la mythologie nordique. Comme je vous l'ai dit précédemment, je me suis donc intéressée à la traduction de Romain Panchèvre, qui a le mérite d'être plus facilement accessible. Je me suis également fiée à la traduction de Frédéric Guillaume Bergman, qui date de 1838 et qui m'a beaucoup aidée car c'était un philologue français. Et par conséquent, son ouvrage apporte de nombreux détails philologiques sur le texte, ce qui est très intéressant à savoir. Pour ceux qui maîtrisent également l'anglais, je vous conseille Jackson Crawford. Vous pourrez trouver ses traductions sur internet et également ses vidéos sur YouTube. C'est une vraie mine d'informations que je vous recommande. Et enfin, pour ceux qui parlent l'islandais ou qui sont en train d'apprendre l'islandais ou qui ont des notions dans les langues germaniques ou qui sont en train d'apprendre le vieux norrois, il existe des éditions du Codex Regius, donc dans la langue originale, ce qui est très important et très nécessaire, je pense, pour l'étude de la mythologie nordique. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je n'ai pas abordé tous les aspects de la Völuspá car sinon il faudrait une vidéo de au moins 3 heures. Si vous souhaitez que je fasse une nouvelle vidéo sur un poème en particulier, dites-le moi en commentaire. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram, là où je partage toute ma passion sur la mythologie scandinave. A bientôt pour une prochaine vidéo et des prochaines lectures.